Hello les geeks, c'est Aldric de Gain Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gain Geek. Avant toute chose, une très bonne année à toutes et à tous, et oui, c'est ma première vidéo de l'année, et non, ce n'est pas Digimon, car il n'y a pas d'épisode de Digimon ce matin, donc j'ai décidé de vous faire une vidéo retour dans les années 90 avec la trilogie des Tortues Ninja. Je me lance actuellement doucement dans les comics des Tortues Ninja. Ma fibre nostalgique m'a donc poussé à me replonger dans les années 90 pour redécouvrir la célèbre trilogie que beaucoup d'entre nous avons découvert à l'époque sur VHS ou à la télévision. Sortis entre 1990 et 1993, les trois opus sont assez différents et proposent trois histoires devenues cultes aujourd'hui et permettent d'offrir une nouvelle lecture, un nouvel univers au plus célèbre des Tortues. Commençons avec le premier film des Tortues Ninja. Il ne brille pas par son scénario extraordinaire, non. L'histoire est assez simple, parfois même bancale, et l'on peut se demander par moments si ce film n'est pas là juste pour surfer sur la vague de la série des années 80, alors encore en diffusion à l'époque, et aussi vendre plein de goodies et de figurines. La réussite de ce premier opus réside dans ses personnages. Chacun d'eux trouve sa place et est plutôt bien présenté. Les tortues, qui sont tout de même les personnages principaux, sont géniales. À l'époque, ce sont des acteurs dans des costumes qui les interprètent, et les résultats étaient plutôt crédibles. 30 ans plus tard, on y croit toujours et ça offre aussi un certain charme à ce long métrage. Par contre, les personnalités ne sont pas encore bien creusées. Aujourd'hui, on le sait, chacune des tortues est connue pour son caractère, sa personnalité et ses talents. On sait que Leonardo est le chef, Donatello le plus intelligent, Raphaël le rebelle et Michelangelo le comique de service. Ici, Donatello est sans doute celui qui souffre le plus d'un manque de personnalité poussée, alors que l'humour de Mickey ressort assez bien, que Léo assoit sa place de chef à la disparition de Splinter et que Raphaël montre bien son côté rebelle et qu'il peut avoir des distances avec ses frères. C'est sans doute ce dernier qui aura marqué le plus les esprits à l'époque d'ailleurs. Splinter nous est présenté également avec une origin story différente de la série animée et des comics, mais il dispose toujours d'un lien et d'une rivalité avec le grand méchant de la saga, Shredder. Si le costume et les personnages sont plutôt classe, on peine à comprendre pourquoi ce grand méchant cherche à engager de jeunes voyous et son clan des foot pour voler des chaînes hi-fi et des téléviseurs. Je vous avoue que là, je n'ai pas tout compris les enjeux, mais ça m'a tout de même replongé en plein cœur des années 90 où les Walkman et les skateboards étaient les rois. Ce sont finalement les personnages humains qui sont le mieux exploités et qui ont le droit à un véritable traitement. Peut-être parce qu'il était plus facile de gérer les humains à des mutants à l'époque. A commencer par April O'Neil, la journaliste courageuse qui enquête sur tous les crimes et qui va être sauvée par les tortues alors qu'elle est agressée par les foot. On retrouve ici une April similaire à celle de la première série animée, la tenue jaune en moins, quoiqu'une scène au début du film elle a fait porter un kawaii jaune totalement horrible d'ailleurs, à croire que le jaune est idéal pour le dessin animé mais pas pour les prises de vue réelles. Le personnage est drôle et respire pleinement le début des années 90 avec une permanente que personne n'oserait reproduire à notre époque. Et même si c'est facile, on voit de très loin naître l'idylle qu'elle va entretenir avec Casey Jones, le joueur de hockey et le justicier des rues. C'est sans doute le personnage qui m'a le plus surpris. En visionnant le film, je ne m'attendais mais pas du tout à voir un Casey Jones aussi vulgaire, grossier et homophobe. En enquêtant un peu, j'ai découvert que c'était propre à l'adaptation française, mais quand il lâche un "Salut PD, j'ai du boulot" avec une aisance déconcertante, ça m'a un peu surpris. Aujourd'hui, une telle réplique serait inenvisageable. Preuve peut-être que les années 90 étaient bien différentes. Autre preuve de son homophobie ordinaire entre guillemets, qui est bien présente, c'est sa paranoïa lorsqu'il pense qu'on suggère, alors que pas du tout, qu'il puisse avoir des vues sur un homme. Là encore, ce n'est pas dans la version récente que l'on verrait une telle attitude. Après, je vous avoue, j'ai beau être gay, je ne vais pas m'en offusquer plus que ça. Je sais très bien que c'est un film, et donc une adaptation française même, qui reflète une époque qui n'existe plus. Mais je reste tout de même particulièrement attaché à ce film, car s'il n'est pas parfait, je lui pardonne ses défauts. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'il est le reflet de toute une époque, celle de mon enfance, celle où tout était différent, où l'on pouvait regarder un film une dizaine de fois et toujours s'émerveiller autant. Une époque où Internet n'existait pas et où découvrir de telle manière nos héros avait quelque chose d'assez fascinant. On enchaîne avec les Tortues Ninja 2, le second volet est sorti donc un an après, soit en 1991. On surfe sur la vague du succès en proposant une nouvelle aventure beaucoup plus fun, beaucoup plus dans l'humour, la déconnade et avec un ton très proche du dessin animé de l'époque. Mais pour ça,
plusieurs changements sont opérés. Casey Jones est totalement absent de l'intrigue. Son personnage, alors jugé trop violent dans le premier film, et l'actrice Judith Wegg quitte le navire dans le rôle d'April O'Neil. C'est la jeune Paige Turco qui reprend l'emblématique rôle de journaliste, et si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, elle était Abby Griffin dans la quasi-totalité de la série Les 100 ces dernières années. Les Tortues Ninja sont toujours présentes. Suite aux événements du premier film, ils vivent désormais chez April, à l'abri du clan des Foot, très en colère depuis la supposée mort de Shredder. Mais bon, cette cohabitation difficile ne peut pas durer et il se trouve rapidement une nouvelle planque dans les égouts. Les décors sont vraiment superbes au passage. Ce qui est drôle, c'est que je me souvenais davantage de ce film que du premier. Je pensais même durant un temps, et je ne sais pas pourquoi, qu'il devait être le premier de la trilogie. Sans doute parce qu'il est l'un des films que j'ai le plus regardé, peut-être. L'intrigue principale est intéressante sur le fond, mais sur la forme n'aboutit jamais vraiment. On explore l'origine de la mutation des 4 tortues, ça c'est cool, et on ressuscite Shredder. Ça c'est moins cool. Pourquoi ? Parce que ça fait vraiment cartoonesque. Comment survivre lorsque l'on est broyé par un compacteur d'ordures ? Eh bien visiblement il suffit de s'appeler Shredder. On ajoute également 2 nouveaux mutants. Malheureusement, ce ne sont pas Bebop et Rocksteady, du fameux dessin animé que l'on connaît tant, mais des nouveaux mutants que j'ai trouvé ridicules et que j'ai pour ma part détesté. Toute la scène finale dans la boîte de nuit semble sortir de nulle part, et la violence dans les combats est en grande partie effacée. C'est simple, les tortues n'utilisent jamais leurs propres armes. La violence du premier film devant être effacée, et ça, c'est bien dommage. Je note au passage que Paige Turco s'en sort bien mieux dans le rôle d'April. Le personnage n'est cependant pas toujours bien exploité, servant souvent à apporter une information ou des facilités scénaristiques. Et l'on découvre également Keno, un jeune livreur de pizza venu ici pallier à l'absence de Casey Jones. A l'époque, on supposait que les enfants s'identifieraient mieux à ce nouveau personnage qui entre donc dans l'univers des Tortues Ninja. En parlant des tortues, leurs personnalités ne sont toujours pas extrêmement développées pour les différencier. On peut tout de même séparer l'équipe en deux avec d'un côté Léo et Raphaël en leader et de l'autre Mikey et Denis qui sont là pour apporter de l'humour et du gag. En bref, ce deuxième opus est un bon complément au premier film, moins sombre et plus axé sur l'humour, mais qui reste un divertissement très appréciable pour son époque. Et enfin, les Tortues Ninja 3. Le dernier opus de la trilogie qui lui est sorti en 1993 et il propose une intrigue radicalement différente de ce que l'on a pu voir dans les 2 premiers films. Le choix est fait ici de transposer tous nos personnages principaux, à savoir April et les tortues, à travers le temps pour les envoyer dans le Japon médiéval. Si le tout peut surprendre, j'en gardais de mon côté un excellent souvenir et plaçais souvent ce film parmi mes préférés de l'époque. En tant qu'adulte, est-ce justifié ? Eh bien non, je ne pense pas. C'est sans doute le film qui plaira le moins aux fans et qui a le plus souffert d'une mauvaise production. Les costumes des tortues par exemple changent ici. Et d'une mauvaise critique à l'époque également. Pourtant, le film propose de très bonnes idées. Déjà, le voyage dans le temps est une thématique que moi j'adore. C'est toujours drôle de voir April effrayer les japonais de l'époque avec un Walkman. Et à l'inverse, des authentiques japonais médiévaux sont envoyés dans notre New York des années 90 en remplacement, et là aussi quelques scènes sont assez drôles. C'est d'ailleurs l'occasion de faire revenir Casey Jones, qui va certes ici jouer les babysitters et faire découvrir le charme du monde moderne à ces japonais. Splinter lui est par contre sous-utilisé et ne sert strictement à rien, ce qui est vraiment dommage. Du côté de l'intrigue principale, on nous présente donc une gamme de nouveaux personnages et c'est sans doute là que le bas blesse. L'univers des tortues est tellement riche qu'ils avaient l'embarras du choix sur les personnages à intégrer dans ce dernier volet, mais non, on nous présente 2 nouveaux protagonistes, et on ne peut pas dire qu'ils soient mémorables. J'ai cependant aimé que l'interprète de Casey joue l'un de ses ancêtres qui va s'allier donc avec April et aux autres dans l'histoire. Son personnage n'invente rien de nouveau, mais ça m'a permis de me rendre compte que l'histoire d'amour entre April et Casey, qui se concluait par un joli baiser à la fin du premier film, est totalement occultée dans les 2 suites. Pourquoi ? Là encore, c'est un mystère. On nous propose toujours donc des combats placés sous le signe de l'humour, le film étant clairement destiné aux enfants. C'est sympathique, mais ce n'est pas non plus mémorable. Je regrette également que les décors et les costumes ne soient pas plus travaillés. Pour un film d'époque, c'est vraiment dommage. Petit plus, on explore l'intelligence de Denis, mais Mikey est à nouveau sous-utilisé, disparaissant pendant un petit moment de l'intrigue, et là encore, ce traitement inégal entre les tortues est vraiment dommage. En bref, c'était quand même un plaisir de retrouver les Tortues Ninja 30 ans après leur sortie au cinéma. Les films ont vieilli, c'est sûr, mais je ne peux que garder un regard bienveillant et nostalgique sur ces 3 opus.
Je pense qu'il est temps pour moi de me remater aussi les films sortis ces dernières années. Je pense que certes la comparaison va être rude, mais j'ai aussi le film de 2007 qui est en animation à regarder, et j'espère quand même prendre autant de plaisir que je n'en ai eu avec ces 3 premiers films. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vos avis sur les Tortues Ninja. Si vous avez des choses à me conseiller sur l'univers, profitez-en, je me replonge totalement en ce moment. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à lâcher un petit pouce, et je vous dis à très bientôt.